Aïe, 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 aïe. Alors, je ne sais pas pourquoi j'étais en mute. Un truc de fou. Ok. Bon, je vais récapituler rapidement. Donc, en fait, bah, je vous souhaitais déjà la bienvenue dans ce Z-Stream numéro 5, dans lequel on va continuer à créer notre application que je vous ai montré à l'écran. Et puis, le premier sujet que je voulais adresser, c'était une demande de Sandra, qui fait partie de la communauté de code, mais aussi de la communauté Zinu, puisqu'elle crée une application Zinu. Et elle demandait si on pouvait, dans ce stream, montrer comment vérifier le niveau de sécurité d'un mot de passe. Voilà. Donc, vous m'entendez bien? C'est assez clair, parce que j'ai mis le micro un peu plus loin que la dernière fois. Donc pour cela, j'ai créé un champ de saisie mot de passe et dans lequel on va y mettre une formule. Hein, on va vouloir vérifier s'il correspond à nos critères. Voilà, donc je mets un champ texte. Je choisis formule. Ici, on va dire correct. On va dire assez sécurisé, on va dire. On va se poser la question. Et pour cela, on va créer une formule qui va vérifier le contenu de la saisie. Donc, on va aller dans le texte. Et parmi, oui, ici, on a des formules qui permettent de manipuler du texte, hein, de le passer en minuscules, majuscules, de faire des sous-chaînes, de vérifier s'il contient des occurrences d'autres textes. Ah, désolé. Et la longueur du texte, diviser un texte, etc. Donc, la formule qui nous intéresse, c'est expression, ici. On va vérifier si le mot de passe répond à une certaine expression. Donc en informatique, on appelle ça une expression régulière parce que c'est une sorte de format qui permet de tout décrire. Et donc, on va demander à une IA, Claude, donne-moi une expression régulière qui vérifie le bon niveau de sécurité et un mot de passe. Donc, je corrige pas les fautes, hein, pas besoin. Il sait corriger tout seul. On va dire de 8 caractères. Voilà, sous forme de chat. Ok, ça doit pas être bien compliqué pour lui. Voilà. Ok. C'est un peu technique, mais en même temps, ça fait pas mal de choses. Donc là, va vérifier si il contient des caractères en minuscules, en majuscules, des nombres et des caractères spéciaux. Et tout à la fois. Après ça, on va lui donner. Et ici, on va lui dire, en entrée, finalement, tu vas prendre la variable. Normalement, vous savez ce que sont les variables, hein, depuis le dernier stream. La variable qui vient de en tête 14, donc celui-ci, mot de passe. Voilà. Pour l'instant, non, il ne répond pas, évidemment. On va changer ici, indiquer que c'est l'écran de début. Voilà, et on va saisir un mot de passe. Donc, je mets V majuscule, je mets minuscule, non, je mets des chiffres, minuscule, et puis les caractères spéciaux. Alors, ce qu'il vérifie, c'est vraiment 8. Ah oui, il vérifie. Un minimum 8. Ok. Attends, là, on ne voit pas ce qu'on tape. On va changer. On va le mettre en texte. Voilà. Et puis, tac, 1, 2, 3. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, ah, je vais en oui. Oh oui, oui, oui. D'accord, j'ai compris. Bon, en fait, j'étais impatient. Donc, j'étais trop impatient. Donc, ça serait pas en temps réel. Donc, je mets des minuscules. 1, 2, 3. J'ai mis un caractère spécial. Voilà. Voilà. En fait, la vérification se fait quand on quitte le champ, parce que la variable est mise à jour quand on quitte le champ. Donc là, on a oui. Si je retire
un caractère spécial. Voilà, alors, en fait, je pensais qu'on était dans un autre mode, qu'on était dans le mode interactif. Donc, si on est en mode saisie ici, la variable va se mettre à jour à chaque saisie. Je pensais qu'on était dans ce mode-là, naturellement. Voilà. Voilà. Donc voilà comment on vérifie si une saisie répond à certains critères. Alors, on va pas passer trop de temps là-dessus. Il est 12. Donc, j'espère que Sandra, j'espère que ça répond à tes demandes. Je vais supprimer maintenant cet écran et on va passer au sujet suivant. Euh, le sujet suivant, ça va être de parler des nouveautés Zilio. Donc, il y a eu un certain nombre de nouveautés Zilio qui sont sorties cette semaine, donc des nouveautés assez sympas, qui ont été annoncées lors d'un événement qui s'appelle le Z-Atelier, qui a lieu à peu près une fois par mois. Donc, c'est un rendez-vous en ligne avec des utilisateurs Zilio, des clients Zilio, où on échange tous ensemble sur les dernières nouveautés, sur les applications réalisées avec succès, avec parfois des, des limitations, des petits soucis qu'on va rencontrer, et même bien souvent des fonctionnalités sympas qui ont été mises en œuvre, et notamment sur les pop-up ou les containers, où parfois on partage ensemble des conceptions qu'on n'avait pas imaginées. C'est assez sympa, c'est vraiment un bon moment d'échange avec les utilisateurs. En général, je pars avec une liste de courses, de petites évolutions, de petites remarques euh, que je consigne dans le backlog. Donc, c'est assez sympa, vraiment bel événement. C'était mardi cette semaine. Et lors de ce rendez-vous, on aime bien faire des surprises. Hein, c'est un rendez-vous exclusif pour les utilisateurs. Et donc, on aime bien présenter des nouveautés qui sont soit sur le point de sortir, soit déjà sorties pendant le stream. Donc ça, c'est assez sympa. On annonce des nouveautés qui sont vraiment toutes fraîches. Et donc, parmi ces nouveautés, on a annoncé deux nouveaux composants, on pourrait dire trois, mais on va dire deux pour faire simple, que je vais vous illustrer maintenant. Alors, le premier, c'est un composant extrêmement graphique. On va aller tout en bas. Donc, c'est un composant qui permet d'afficher des objets, des données sous forme très, très graphique. Et donc, ce composant, si on descend ici, il s'appelle Mosaïque. On va choisir la source de données. On va partir sur des produits. Voilà. Et puis, bêtement, j'ai oublié de créer un écran. Donc, on y va. Et on recommence. Voilà. Donc, vous me dites si vous avez des questions ou des remarques. Ok. Donc, j'ai inséré mon composant mosaïque dans cet écran. Et du coup, donc c'est un écran qui est assez visuel, qui permet d'afficher des données sous forme mosaïque avec, ici on peut le voir par défaut, des zones de texte. Voilà, donc on peut les retirer. Voilà. Avec la possibilité, évidemment, de l'afficher en mode responsive, ou ici, on le voit sur tablette. Et on voit que certains utilisateurs ont rajouté donc c'est pas des fruits apparemment, mais ont rajouté des données dans l'application de démo qu'on est en train de construire. Donc, vous voyez, c'est un composant dont les images s'affichent avec une taille aléatoire, je crois qu'il y a 3 ou 4 tailles. Hauteurs différentes. Et en fait, ça donne un aspect graphique assez sympa. Voilà, si on simule, on va indiquer c'est le premier écran. Voilà ici. Sur mobile, on est sur 2 colonnes et sur tablette, sur 4 colonnes. Et ici, sur ordinateur, on est sur 6 colonnes maximum. Là, on a assez de données pour afficher les 6 colonnes. Voilà, et comme on disait aussi, ce composant permet d'afficher un texte supplémentaire, voilà ici, et un sous-titre. Voilà, par exemple le prix. Si vous vous souvenez, le prix, c'est un nombre, on va pouvoir le formater en indiquant ici dans la formule que finalement ce nombre est une devise. Voilà, utiliser le. Voilà.
Donc, voilà ce que ça donne. Donc, un composant très sympa, très visuel, qui permet d'agrémenter vos applications, ou même si vous créez c'est de plus en plus d'utilisateurs le font, hein, de créer des sites web, sorte de landing page avec Zillow, avec notamment le composant bannière. Composant bannière, qui se trouve ici. On va enrichir cette section ici avec des composants qui sont un peu plus site web, moins application, mais site web. Mais en tout cas, on peut déjà faire beaucoup avec le composant actuel, avec le carrousel, avec la bannière, avec celui-ci, là, le composant mosaïque. Les containers aussi, si vous avez besoin de créer un container, par exemple, un container, un footer avec des informations de contact. Voilà, donc c'était le premier composant. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ensuite, on a un deuxième composant qui était attendu depuis un certain temps. C'est un composant qui permet d'indiquer des commentaires, donc de poster des commentaires sur des items. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une réservation, ça peut être une annonce, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il n'est vraiment pas dédié à un métier particulier. Et donc, on pourrait le mettre en œuvre d'ailleurs sur notre application, puisqu'ici, nous avons des produits, donc on va pouvoir commenter et donner des avis sur nos produits. On va réduire cela. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le catalogue, on a le filtre, création de produit, détail. OK. Donc, on pourrait afficher dans le détail ici, hein. OK. Donc, ce qu'on va faire, première chose, il va nous falloir une table pour stocker nos avis utilisateurs. Donc, on va aller dans Données et on va utiliser une table qui est prête à l'emploi, celle-ci, avis. Voilà, on a drag and drop, elle est prête. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a un certain nombre de tables d'exemples, hein, qui sont données ici à titre indicatif. Pas évidemment forcé de les utiliser. Vous n'êtes pas limité évidemment à ces tables. Vous les modifier. Vous pouvez aussi partir de zéro à l'aide de cette table nouveau. Et donc, dans ce cas, avis fait partie de ce petit écosystème d'exemples de tables où finalement on retrouve un utilisateur qui fait partie de la table utilisateur qui est fournie par défaut, et on y trouve aussi un item qui fait partie du catalogue, donc, de la table produit. Donc en fait, ces tables d'exemples, elles fonctionnent toutes ensemble. Voilà, donc avis fonctionne avec utilisateur, qui fonctionne avec produit. Vous voyez, très rapidement, vous pouvez maqueter une application, un prototype, ou même partir sur une vraie application de production à l'aide de ces tables d'exemple. Il faudra évidemment ne pas oublier de supprimer les données d'exemple. Donc on revient ici, donc maintenant on a notre table et on va décaler nos écrans, on va faire un peu de place. On va mettre celle-ci, le filtre ici, on va travailler. Ah oui, ce que je voudrais. Ici, au moins, ici c'est une pop-up. La dernière fois, je vais partir sur une pop-up. Voilà, on va partir sur un écran. On pourrait garder la pop-up. On garde la pop-up. Voilà, ici. Donc, si on clique sur un élément ici, on va sur la pop-up, on vérifie en transition. Voilà, une transition, on voit bien que si on clique sur un élément de notre liste, on va aller ouvrir la pop-up. Il va afficher ce détail avec le bouton gestion de stock. Donc, ici, on va vouloir afficher les avis utilisateurs. Donc, on sélectionne la pop-up. On va dire un petit peu. Et donc, on va choisir ici un nouveau composant, qui est le composant avis, table. Et donc, on va choisir la table avis, tout simplement. Voilà. Commentaire, il faudrait qu'on le renomme, hein. Commentaire. Vous voyez ici, j'ai drag-droppé un composant qui s'appelle avis, qui s'appuie sur la table avis, donc en fait, il est déjà pré-paramétré, prêt à l'emploi. Et on voit visuellement ce que ça va donner, puisqu'on a des données d'exemple, hein. On a des avis qui sont déjà renseignés dans cette table d'exemple. Vous voyez, on a
retour immédiat de l'ajout de ce composant. Donc ça, c'est sympa. Il va falloir indiquer à ce composant à quel item, à quelle chose, à quel objet se rapportent ces avis. Parce que Zillow ne peut pas deviner. On pourrait avoir une liste de produits, on pourrait avoir une liste de services. C'est pas vraiment à quel produit, à quel item se rapportent ces commentaires. Il faudra lui indiquer. Donc pour cela, on va aller ici, filtrer l'élément, et on va lui indiquer que ces commentaires se rapportent à le catalogue, donc à un élément qui a été sélectionné dans le catalogue. Donc je choisis catalogue, et puis on s'appuie sur le nom. Il faudrait évidemment dans une vraie application s'appuyer sur une référence unique, sur un identifiant ou quoi que ce soit. Donc ici j'ai bien produit. Voilà. Donc on va tester. On va redésigner cet écran comme étant le premier, tout va bien. Non, non, pas correct parce que les avis nécessitent, vous voyez, hein, ils sont pas anonymes, ils sont liés à l'utilisateur. Donc il va falloir démarrer par l'authentification. Si je démarre par cet écran, il n'y aura pas d'authentification, hein, parce que si on démarre par cet écran, et du coup, on ne pourra pas afficher les avis, on ne pourra pas poster d'avis. En tout cas, on ne sera pas autorisé. OK, on y va. Ça va être un mode mobile. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, ici on est dans un simulateur, il est extrêmement fidèle, hein, c'est exactement ce que vous verrez sur mobile. Et sur l'écran d'accueil ici, on a évidemment le choix de saisir l'email et le mot de passe. Et pour aller un peu plus vite, on a cette palette ici, où on retrouve tous les utilisateurs de notre application. Et en cliquant sur l'utilisateur, on va s'authentifier automatiquement. Donc ça, c'est vraiment excellent en termes de productivité, hein, quand on veut passer d'un utilisateur à un autre, quand on veut passer d'admin à utilisateur gestionnaire, par exemple, on peut le faire en un simple clic plutôt d'essayer de se souvenir des emails, de se souvenir des mots de passe. C'est pas très efficace. Je crois que c'est dans cet ordre. On a dû mettre un filtre. Alors en fait, on a un commentaire sur Pomme. Donc je trouve Pomme. Voilà, j'ai pas vu. Voilà. Voilà. Et donc ici, on a bien les commentaires qui se rapportent à Pomme. Donc si on quitte la pop-up, on va sur pomme de terre. Voilà, on n'a pas de commentaires sur pomme de terre. Vous voyez ici, on a bien un ensemble de commentaires qui portent sur un élément particulier. Je vous rappelle un peu la table ici, vous voyez, j'ai un commentaire, une date, un utilisateur et l'item sur lequel porte le commentaire. Voilà. Là, vous pourriez me dire, mais ok, c'est bien d'afficher, mais comment saisit-on un avis? Et donc, pour saisir un avis, nous serons dans les champs de saisie. On va utiliser un nouveau composant qui s'appelle écrire un avis. Et ici, on va choisir également la table d'avis, puisque c'est ici qu'on souhaite enregistrer un avis. Voilà. On va encore indiquer sur quel élément on souhaite poster l'avis. Vous voyez ici, on a indiqué sur quel élément on souhaite afficher les avis. Ici, on affiche l'élément sur lequel on souhaite poster un avis. Dans notre cas, c'est le même élément. Ce sont le nom du produit du catalogue. Voilà. Voilà, donc là, c'est fait, en fait, hein. On a une pop-up qui affiche les avis avec la possibilité d'en écrire un nouveau. OK. Est-ce que vous suivez? Est-ce que tout va bien? On va tester tout ça. On va chercher pomme. Attendez. On va regarder le tri, là. Qu'est-ce qu'on a mis? On a trié par nom. On va retirer le prix. Parce qu'en fait, dans la table, pomme, c'est le premier. On retrouvera plus facilement.
Voilà. Donc on a pomme, et ici on va dire délicieuse. Je poste. Et ouais, donc je l'ai posté dans pomme, il apparaît pas dans les bananes. Et si je viens sur pomme, voilà, on a bien un commentaire de Dan. Donc on a un excellent composant. Pour ceux qui connaissent le composant discussion, ou chat en anglais, c'est très très similaire. Un chat, c'est un ensemble de messages entre deux utilisateurs, alors que commentaires, ce sont un ensemble de messages de plusieurs utilisateurs qui portent sur le même objet, le même item. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa? Ok? Ok, je regarde le retour. Tout va bien. On va passer au sujet suivant. J'espère tout passer en revue. Donc, le sujet suivant, je vous l'avais promis la dernière fois, ce sont les containers. Les containers, c'est vraiment une fonctionnalité assez puissante dans Zilio. Vous allez la retrouver dans très très peu d'outils, en tout cas pas aussi puissante que ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Euh, Toujours hein, dans l'aspect, dans la catégorie outils très accessibles. Donc, je vais vous montrer un peu le concept des containers, mais avant tout, on va faire un petit constat. On va regarder, euh, je sais pas comment on va regarder par exemple cet écran. Cet écran, en fait, il fonctionne très bien en mode mobile. Puis moi, j'ai l'habitude hein, de travailler en mode mobile comme ça parce que ça prend un peu moins de place, mais vous le savez maintenant, Zilio supporte les tablettes et les ordinateurs. Et ce que ça donne. Et là, en fait, on se rend compte que bon, ça marche, hein. On a les informations, mais là, on se rend compte que finalement, le terminal ordinateur, avec son écran extrêmement large, n'est pas vraiment bien exploité. Vous voyez, on a un nom ici qui occupe toute la largeur, alors qu'il pourra en occuper une petite portion. Bonjour Olivier. Alors, je n'ai pas dit bonjour à tout le monde. Hein. On a Ariax, Zone, voilà, Nosor, Azirax et Olivier, Xavier. Bienvenue à tout le monde. Et donc, on voit bien ici que l'écran n'exploite vraiment pas les possibilités du terminal. On voit qu'on a, c'est pas très bien, c'est pas très optimal. On pourrait afficher bien plus d'informations dans un espace équivalent. Voilà, c'est pas très optimal. Ça fonctionne, évidemment, euh, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, évidemment, dans les interfaces. Et donc, pour répondre à ça, on a une notion de container dans Zillow qui va vous permettre de créer des écrans qui fonctionnent à la fois sur mobile, sur tablette et sur ordinateur, et qui vont vraiment utiliser le potentiel de chacun des terminaux. Il neige? Ah, nous, il neige plus. Hein. Euh, la neige ce matin, mais il neige plus. Ok, donc pour ça, on va utiliser les containers. Donc, je vais vous faire une petite introduction. Donc, on va aller tout en bas, comme d'habitude, une petite zone de travail. On va créer un écran dans lequel on va mettre un conteneur. Donc, on va se mettre en mode tablette pour avoir un peu d'espace et on va utiliser l'un des containers qui se trouve ici. Vous voyez, donc, je vous remontre ce que c'est. Hein. C'est un container, c'est un composant. C'est un composant particulier puisqu'il peut accueillir d'autres composants. Donc, vous avez un composant, une colonne, deux colonnes, trois colonnes, jusqu'à quatre colonnes. Donc, il y a vraiment de quoi faire. On va prendre le 2. Voilà. Et là, on voit visuellement, Zillow nous indique, puisqu'il est sélectionné, qu'on a deux zones dans lesquelles on va pouvoir mettre des composants. Euh, donc, je vous montre cela. Donc, je vais mettre un champ texte. Voilà. On va mettre voilà, le pronom. On va prendre un autre champ saisie au même endroit.
Voilà. Donc là, vous voyez, l'éditeur s'adapte parce il me permet ici de l'ajouter soit en dehors du container, soit dans la colonne de droite, soit dans la colonne de gauche, avant ou après. Le précis. Le phrase. J'avais mis un use case, qu'est-ce que j'avais mis? Il y a une information. Ah oui, j'ai mis l'email aussi. On va. Alors, je vais mettre un autre champ de saisie. On va agrémenter un peu la démo. Voilà. Votre email. Voilà. Et ici, on va rajouter un petit composant juste pour agrémenter la démo. Soit ça, soit... Non, celui-là. Voilà. On peut dire, c'est quoi, assurer. Déjà assuré. On lui demande que ce soit un formulaire pour une assurance. Voilà. Déjà assuré, oui ou non. Donc ici, on a notre container avec un certain nombre de champs. Alors, j'ai choisi des champs, mais j'aurais pu mettre des images, j'aurais pu mettre des boutons, des listes. Évidemment, c'est pas limité qu'au formulaire. Et donc, un formulaire, en fait, va rassembler un certain nombre de composants. Et ici, on va indiquer veuillez, mais ce qu'on veut, hein, veuillez saisir voilà, toutes les informations. Voilà, je vais plutôt faire un sous-titre. Et ici, je vais mettre formulaire inscription. C'est quand même mieux qu'on l'appelle devant. Voilà. On pourra pouvoir l'agrandir. Vous voyez, on a un formulaire ici qui on charge par un container. Alors, on a un certain nombre de styles. Hein. Je ne vais pas tout vous dérouler ici. On a évidemment des couleurs de texte, couleurs de fond, qui veut créer des sections, par exemple. Ici, voilà, juste comme ça. Voilà, c'est pas passer un peu beau, c'est vraiment pour montrer le principe. Donc ici, on a un container qui peut avoir sa couleur de fond, mais aussi les colonnes peuvent avoir leur propre couleur, la couleur de fond des boîtes. Mais ici, on peut avoir encore une autre couleur. Voilà, si on part sur un peu du pastel comme ça. Et puis, voilà, mais du coup, là, on n'est pas content parce que c'est collé au bord. Du coup, on va indiquer marge intérieure. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Soirée sur Figma. Ouais, il y a des concepts qui sont inspirés de Figma, notamment l'aspect transition. Voilà. Cet aspect de transition ici, c'est inspiré de Figma. C'est assez très visuel. Ok, bah, on a un formulaire. Alors, un conteneur, c'est un composant comme les autres, hein, donc on peut le copier-coller, vous voyez, on bénéficie rapidement du travail qui a déjà été fait, on peut renommer le champ de saisie. Donc on va rester là-dessus. J'aime bien faire les choses un peu propres. Voilà, on est tranquille. Je copie-colle, et puis là ici. Voilà, donc on a un formulaire d'inscription ici. Qu'est-ce que j'avais prévu? Voilà. Donc ici, on le voit en mode tablette, tout va bien. On le voit en mode ordinateur, tout va bien. On pourrait dire non, finalement, deux colonnes, c'est pas assez. On pourrait partir sur trois, vous voyez. On pourrait aller sur deux colonnes identiques où j'ai une première colonne et une deuxième colonne plus large. Vous voyez. On a plusieurs modèles ici de containers. Je vais peut-être vous montrer un showcase aussi. Voilà. Donc voilà les possibilités. On va revenir sur deux colonnes ici. Donc on a nos deux colonnes. Et quand on regarde en mode ordinateur, tout va bien. Mode tablette, tout va bien. Et puis mobile, on pourrait se dire, ah, c'est un peu trop petit. Je vais zoomer pour vous.
Voilà. On pourrait se dire c'est un peu trop petit, là, la largeur ne permet pas d'afficher autant de données. Imaginez si un mode ordinateur on était parti sur 3 colonnes, ce serait encore plus compliqué sur mobile. On aurait 3 champs sur la largeur, c'est vraiment trop petit, c'est pas. Même la page avec chaque page, une inscription, une inspiration. Même la page avec chaque page est une inspiration, c'est bien. Ouais, ouais, c'est sympa. Ouais. Après, Zigbee, on a commencé il y a 5 ans, donc ça a pas mal évolué avec le temps, surtout avec les retours utilisateurs. Donc là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est quand même un aboutissement de beaucoup, beaucoup de travail, de beaucoup de retours. Donc ici, on doit résoudre un certain problème, parce qu'on a un problème de responsive, tout simplement, où on a un écran qui fonctionne bien. Cette fois-ci, autant tout à l'heure, je me souvenais tout à l'heure, on disait ça marche bien sur mobile, mais ça marche pas bien sur tablette. Et ici, on se dit ça marche bien sur tablette, mais ça marche pas bien sur mobile. Et donc, on a une option, justement, c'est ce qui rend les conteneurs assez puissants. Ici, on a une option qui permet de donner des règles au responsive. D'ailleurs, on a plein de conteneurs, on a perdu la verdure, c'est vrai, on l'a rien. Voilà. Et donc, alors, on va remettre une petite couleur de fond. Voilà, en fait, les conteneurs se réinitialisent quand on les modifie. Et, quelque chose d'autre comme ça c'est assez sympa. Avec une bordure. Vous voyez, on peut voir des choses vraiment sympas, assez rapidement. Et donc ici, je vais indiquer à mon container, tu vas te comporter en horizontal sur tablette et ordinateur. En revanche, en mobile, tu vas te mettre en mode vertical. Vous voyez, je vais juste cocher une case ici. Je vais pouvoir réutiliser ce conteneur sans le redéfinir. Et on va pouvoir, j'ai oublié d'indiquer, c'était l'écran de démarrage. On y va. Et là, vous voyez, sur mobile, on a bien le champ de saisie. Voilà, en mode vertical. En tablette, je vais toujours en horizontal. Donc voilà à quoi servent les containers. On peut mettre des containers dans des containers. Hein. Vous pouvez imaginer qu'à droite, ici, je souhaite afficher 2 types d'informations et mettre un container de 2 colonnes dans une colonne. Je vais vous montrer un showcase. Je vais aller sur un autre compte. Et normalement, j'ai une appli showcase, voilà, celle-ci. Donc celle-ci, c'est un showcase qu'on a créé qui s'appuie sur les containers. Vous voyez ici, je zoome le plus possible. Donc ici, on a un écran, vous voyez, un écran de type dashboard assez large. Et là, on voit effectivement que le terminal ordinateur ou desktop en anglais, hein, il est vraiment bien exploité ici. On a vraiment plusieurs zones, l'écran est bien rempli tel qu'on on a l'habitude de le voir sur un grand dashboard sur ordinateur. Alors, on a des messages. Maître Tofu, bonjour Maître Tofu. J'ai un peu de mal à comprendre. On peut créer des apps Android, iPhone. Alors, on peut créer des applications effectivement qui fonctionnent sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur. Et donc, elles fonctionnent évidemment sur iPhone et sur Android. Ce sont des applications web. Donc, techniquement, on les appelle PWA. Donc, ce sont des applications qu'on peut publiées de manière instantanée, hein, parce qu'elles sont disponibles sur Internet. Vous obtenez directement un lien. Et donc, cette application va fonctionner sur, effectivement, mobile, iPhone, Android. On peut installer ces applications. Vous allez avoir un raccourci, au même titre que d'autres applications comme WhatsApp. Mais techniquement, ce ne sont pas des applications natives qu'on pourra installer via un store. Donc, on ne pourra pas l'installer depuis Play Store ou Apple Store. Ça, c'est pas possible. En même temps, c'est pas vraiment un souci. Ça vous limite pas plus que ça, parce que vous avez accès à énormément de fonctionnalités dans ces modes-là. Vous avez accès à la géolocalisation, au scan, la prise de photos,
Quasiment toutes les fonctionnalités sont là. Donc, c'est pas vraiment un problème. Je dirais même que c'est plutôt un avantage parce que vous pouvez publier votre application en quelques secondes. Vous n'avez pas beaucoup de formalités, du coup. Vous n'avez pas des formalités euh, administratives assez conséquentes. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà publié des applications sur les deux plateformes. C'est très compliqué, c'est très long. Il faut fournir beaucoup de données, beaucoup de fichiers aussi, beaucoup d'icônes, etc. Donc, c'est vraiment pas simple, pas pratique. Et puis, bien souvent, on peut se faire rejeter aussi son application par l'App Store, qui considère que votre application ne justifie pas la création d'une app mobile. Donc ça, nous, on l'a déjà eu. On a déjà eu des apps clients qui ont été refusées parce que Apple a considéré que l'application n'en faisait pas suffisamment ou n'exploitait pas suffisamment le mobile. Donc, voilà. Donc, vous voyez, si j'ai un container 3 colonnes. Ici, juste en dessous, j'ai un container 3 colonnes 1, 2, 1, avec une zone plus grande au milieu, et un container 3 colonnes, avec des graphes, des tables, etc. Donc, on peut composer tout ça. Quand on regarde sur desktop, on a ça. Sur tablette, ça fonctionne très bien aussi. Et sur mobile, et vous voyez, sur mobile, on a utilisé le même principe. Donc, si je vais en simulation, où on a privilégié l'aspect vertical. D'ailleurs, on a exactement les mêmes données, on n'en a pas moins. Mais ici, on exploite davantage le mode mobile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Par exemple, j'ai déjà une API, je voudrais en faire une app mobile. OK, bah, si tu as une API, tu pourras aller dans les paramètres. On a une API ici, on a une intégration REST. Voilà, je vais pas le faire tout de suite, évidemment. Ici, tu vas pouvoir définir une intégration REST avec ici tes paramètres. Et ensuite, on a un jeu d'actions qui permettent de récupérer, de mettre à jour des données externes via une API. D'ailleurs, on va même au-delà de ça parce que on peut afficher ici une API sous forme de table. Donc, mettre Tofu, donc si tu as une API qui permet de collecter des données, tu vas pouvoir afficher tes API sous forme de table et bénéficier des composants de liste, par exemple. On va revenir sur l'autre application ici. Donc, on a notre container, vous avez compris le principe. On va pouvoir ici afficher nos composants sous forme horizontale ou verticale, selon différentes règles. On a aussi d'autres possibilités, mais ça, on l'explorera dans un autre stream. Je vais voir un peu. Qui viennent compléter l'aspect responsive. Donc, je ne vais pas l'aborder tout de suite, mais je vous montre que ça existe. Vous allez pouvoir dire sur tout composant, y compris les containers, je souhaite afficher ce composant uniquement si l'utilisateur répond à tel groupe ou à telle caractéristique, ou si on est sur tel terminal. Donc, vous voyez, pour très bien dire, si on voit, l'application n'est pas très riche, donc voilà, on pourra très bien dire, ce formulaire, je m'affiche que sur tablette ou ordinateur. Donc, évidemment, quand on le fait comme ça, c'est qu'on souhaite proposer une alternative. Je n'ai pas vraiment de billes ici là, pour vous faire une vraie démo, donc c'est pour ça que ça fera l'objet d'un prochain stream, où je vous montrerai qu'effectivement, avec des exemples concrets, comment exploiter ça. Mais sachez que ça existe. Ça fait partie aussi du responsive de dire, eh bien, sur ordinateur, j'affiche 20 composants, mais sur mobile, parce qu'on est en situation de mobilité, parce que l'écran est beaucoup plus petit, je ne vais pas afficher tel ou tel composant. Par exemple, si vous avez un graphe extrêmement complexe, peut-être que sur mobile, il deviendrait illisible. Et dans ce cas-là, vous souhaiterez le masquer. OK, on a des questions. Je crois que la vidéo a freeze. Juste la cam. Bon, je l'ai enlevé, je l'ai remise. Vous me direz si tout va bien. Ce qui est important, c'est d'avoir le son et l'image.
Quid de la scalabilité, genre 50 000 requêtes par seconde. Fonctionne. Bah, Zillow est scalable, hein. Donc on a fait des tests, on a fait des benches de performance. 50 000 requêtes par seconde, tu dois avoir, c'est énorme, hein, 50 000 requêtes par seconde, hein. Donc là, tu fais plutôt affaire à une plateforme euh, utilisée par des dizaines de milliers d'utilisateurs à la fois. Voilà, mais on saura s'adapter. Voilà. On a un client qui est un Instagrammeur. En fait, à chaque fois qu'il fait une annonce, il le fait, je crois qu'il a 600 000 followers, et à chaque fois qu'il le fait, on a un pic de fréquentation, et Zillow se comporte bien. Ok, ça avait freeze. Ok, c'est résolu. Euh, ok, donc ça, c'est un premier usage des containers, c'est le responsive. Donc, agencer ces composants tels qu'on le souhaite pour optimiser l'interface, un affichage sur les différents terminaux. Je vais avancer un peu vite, je suis vraiment en retard par rapport à ce que je voulais montrer, mais bon, pas grave, hein, on prend notre temps. Il y aura d'autres streams. Donc ça, c'est un premier usage. Je vais vous montrer un autre qui est assez sympa. Alors, je vais pas polluer cette application, je vais me déconnecter. Je vais vous montrer si vous voulez, les streams. OK. Et puis, on va tester. On va tester ensemble un autre cas d'usage. Et après, j'aimerais bien qu'on revienne sur notre application, qu'on l'améliore un peu, qu'on a au moins progressé un petit peu. Donc ici, je vais dans Données, je vais avoir besoin d'une table produit. Et puis c'est tout. Je reviens ici. Je vais me mettre en mode tablette. Euh, non, je vous ai illustré avant comment on l'adresse habituellement. Donc ici, j'ai un écran produit et je vais avoir un écran de détail. Voilà, je passe vite hein, parce que ça, on l'a déjà vu. Voilà, donc ça, on le fait rapidement. Ça va faire. J'ai raté. Voilà. C'est nul. Ici, je clique, je détaille, tout va bien. Là, on pourrait se dire, bah, finalement, sur tablette, ok, ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne bien sur ordinateur aussi, mais bon, c'est pas très optimal. On pourrait se dire, bah, finalement, sur tablette, je pourrais avoir l'équivalent. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Je pourrais avoir l'équivalent de cet écran plus cet écran. Ce que je vois, ce que tu me montres là, Didier, c'est une contrainte mobile. Je vois une liste et je vois son détail. Pour le design, on est sur du SSR, qui veut dire du server-side rendering, hein, c'est un terme technique. Donc, le server-side rendering suppose que c'est le serveur qui construit l'interface graphique. Donc, non, c'est pas le cas. Non, l'application, elle est vraiment packagée, installée sur le téléphone. Uniquement les données sont rapatriées pour afficher des tableaux, des listes, etc. Donc, on ne dépend pas l'application ne dépend pas d'un serveur pour construire les écrans. Uniquement les données utiles sont téléchargées. OK, on continue. Et donc, effectivement, ici, c'est très orienté mobile, hein. On se dit, pourquoi utiliser deux écrans alors que sur tablette ou sur ordinateur, je pourrais en avoir qu'un. On peut afficher une liste et son détail sur ordinateur. Donc ça, je vais vous l'illustrer. On va supprimer ça. Ouais, j'étais pas obligé, en fait. Euh, ok. Je vais pas recommencer de zéro. Voilà, on va garder ces deux écrans. Je vais faire CTRL A, je vais les mettre de côté. On va créer un écran, on va dire combiné. Voilà. Dans lequel on va se mettre en mode tablette, puisque cette fois-ci, on veut exploiter la largeur. Et on veut ici utiliser un container, donc autre usage des containers, où on va utiliser deux colonnes. Voilà. Et on va utiliser le rapport, vous voyez, un tiers, deux tiers. Et ici, on va afficher le produit. Voilà. Et donc, dans ma colonne de gauche, je vais drag dropper mon catalogue de produits. Attendez, je l'ai raté.
Là, je sélectionne ici et ah, c'est parti. Je vais pas y arriver comme ça. On va le faire comme ça plutôt. On va choisir ici gris, produit, voilà, et c'est fou ça. D'accord, le container est parti en bas. Ok, donc là j'ai aussi le mien, voilà, tout va bien. Donc nos produits, ah, finalement on a déjà produit ici, donc je vais le retirer. Voilà. Donc ici on a produit, et donc cette liste j'en ai plus besoin, ici j'ai un détail, et je vais pouvoir ici drag dropper les composants qui nous intéressent. En fait, ça fonctionne selon le même principe hein, que vous l'avez vu dans le dernier stream, où on a une notion de sélection dans Zilio, et la sélection, on ne présume pas où a été faite la sélection. Hein. La sélection peut être faite dans un écran A, et l'affichage du détail peut être fait dans le même écran A ou dans un écran B, hein, peu importe. Euh, voilà, puis pour agrémenter un petit peu l'affichage, on peut utiliser un composant progression sur la donnée produit, l'évaluation nutritionnelle, et soumettre le composant. Et, voilà. Et du coup, voilà, ça j'en ai. Vous voyez ici, donc ici j'ai un écran combiné. Je sais si je peux rajouter une petite marge. Non, je vais me terminer. Non, c'est mieux comme ça. Ok, et donc si on simule, vous voyez, pour le coup, là, c'est pas adapté sur mobile, donc il faudra utiliser un container plutôt vertical sur mobile. Là, sur tablette, on a ici, voilà, un affichage plus approprié. Vous voyez ici, donc on n'est pas encore bon, hein, en termes de design, c'est pas bon, parce qu'en fait, il va falloir limiter notre container. Parce qu'ici, il s'étend avec son contenu. Donc, il va falloir forcer un peu la hauteur pour proposer une barre de scrolling. Ouais. Voilà. Alors celui-ci, pas forcément approprié d'ailleurs. C'est vrai qu'il est un peu très haut. Chaque tuile est vraiment très haute. On va passer sur le list. Voilà. List avec quelques données. Voilà. Vous voyez le principe. Du coup, le container permet aussi de créer plusieurs zones dans vos écrans où vous allez avoir à la fois des sélections et des détails. Voilà. Donc, ça peut être des détails, mais ça peut être aussi un écran de modification. Hein. On peut y mettre des champs de saisie ici. Voilà, donc c'était la parenthèse. On va revenir sur Just in Stock. Voilà, donc notre application. Et donc, il nous reste 5 minutes. Alors, dites hein, si vous avez des questions. Ok, on ne voit pas d'autres. Voilà. Et donc, on va pouvoir agrémenter nos écrans. Si on revient sur notre écran de détail ici, il va falloir qu'on le revoie un peu parce que là, il est un peu chargé avec le détail et les commentaires. Je pense que les commentaires, on les mettra quelque part d'autre. On fera une section commentaires probablement. Je vais vous l'illustrer sur celui-ci. Donc, on va se mettre en mode tablette. Voilà. Voilà. Donc là, même remarque, on n'exploite pas vraiment la largeur. Donc, on va utiliser un container de colonnes. Voilà. Voilà. On va glisser nos composants à l'intérieur. Voilà. Tel qu'on souhaite, à droite, à gauche, en bas. Voilà. On rend les containers. Hein. Vous voyez, c'est tout de suite plus sympa, tout de suite plus optimal. On peut le mettre ici. Information de contact. On pourrait créer un container aussi comme ça.
X, container, voilà. PLC, English container, téléphone, site web. Donc, spécialité, on va rajouter, voilà. Et là, on va dire voilà, on peut peut-être faire des recherches un peu graphiques. Euh, J'improvise, hein. Couleur de fond. Voilà, quelque chose d'un peu discret comme ça, pastel. Ah non, c'est pas ça, je voulais. Alors, je vais copier-coller le code couleur. Et voilà, c'était sur du blanc. Je vais le faire sur les boîtes. Voilà. Et on va mettre une marge intérieure et une bordure. Voilà. Vous voyez, donc c'est assez sympa, hein. Là, on structure, on structure notre écran. Euh, Après, on peut passer du temps, hein, évidemment, à la couleur de fond. Voilà, peut-être un peu sympa comme ça. Ici. Voilà, je utilise. Attention au contraste, hein. Voilà. Là, ça peut être un peu trop marqué comme couleur. Ah oui, d'accord, c'est le texte qui est passé, d'accord. Il y a un texte. OK. Vous voyez, c'est assez sympa. On peut faire une chose ici. Une section contact, hein. Alors, je suis assez content qu'on ait pu quand même avancer sur l'application, même si c'est pas grand-chose. On va chercher un peu au hasard de couleurs. Voilà. Et puis, sur le container ici, les marges. Voilà, un tiret sympathique. Voilà. Détail produit. Bah, dès là, on est bien, hein. On est plutôt pas mal. Celui-ci aussi, on pourra le mettre dans un container. Je pense qu'il faudra trouver d'autres cas d'usage à identifier. On pourra le glisser là. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa? Voilà. Puis il faudra pas oublier de décocher ici pour qu'en mobile, tout se positionne en mode vertical. Voilà. Et du coup, si on teste ici, voilà. Vous voyez ici, en mode vertical. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de repackager, de republier votre application. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous le faites directement ici, hein. Si c'est pas ce que vous souhaitez, vous réajustez directement dans l'éditeur. Voilà. Bah, écoutez, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour une fois, je crois qu'on a respecté le planning. Donc, c'est sympa. Je me souviens plus ce qu'on avait prévu pour les prochaines fois. Euh, Écoutez, ce sera une surprise. Je me souviens plus du coup de ce qu'on avait prévu. Je sais qu'on voulait rajouter du chat entre les utilisateurs. On voulait aussi rajouter des modifications. Ici, on a créé une modification, on a fait créer, on n'a pas fait modifier. Donc ça pourrait être sympa de l'ajouter. Voilà. Il y a l'aspect tableau de bord aussi qu'on pourrait agrémenter avec davantage de données. On pourra ajouter des graphiques également. Il y a pas mal de choses à faire encore. Et n'hésitez pas à donner des idées
des cas d'usage qu'on pourrait exploiter dans le cadre de cette application. Et je ne vais pas oublier de la publier. L'écran de démarrage, c'est celui-ci. Comme ça, vous pourrez commenter aussi. Il y a le nouveau composant. Et je vais publier. Voilà. Vous voyez ici, c'est une application qui fonctionne, comme on l'a dit, sur Android, sur iOS, sur ordinateur, sur macOS, peu importe. Elle a été publiée, vous l'avez vu, en quelques secondes, hein. C'est disponible. Vous demandez l'autorisation à personne. Vous ne demandez pas à Play Store ou l'App Store si vous pouvez publier votre application. Donc là, elle est directement opérationnelle. Voilà, vous pouvez scanner et tester l'application. N'hésitez pas. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais travailler pour la prochaine fois à trouver des cas d'usage intéressants pour illustrer le plus possible l'utilisation du no-code accessible via notre outil préféré. Et puis voilà. Hein, je vous dis à vendredi prochain. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Allez, bye bye.